Bien, voilà. Alors, on en était resté là, si je ne m'abuse. Le romain gravé, donc je vous ai expliqué, et je sais que c'est un petit peu, c'est plus de la documentation pour vous, parce que l'histoire de la typographie, réellement, je ne suis pas persuadé que vous aurez l'occasion d'en faire tous les jours, mais je vous le répète, la compétence de reconnaissance et de classement des polices, elle s'appuie sur cette histoire des polices. C'est à ce titre-là que je vous en parle. Ce n'est pas juste pour le plaisir de faire de vous des érudits. Donc, on en est arrivé là dans le déroulement historique. Un exemple de capitale romaine, et je vous avais montré donc ceci, qui est la fameuse police Trajan, qui tire son nom de la colonne Trajane à Rome, qui comporte des inscriptions. Je vous ai montré oui, ça va, c'est bon. Je vous ai montré le petit film également de notre ami, comment s'appelle-t-il encore, j'ai oublié. Enfin, le gars qui a fait... ah, décidément, les noms propres ce matin, c'est terrible. Everything is a remix. Je vous ai montré la colonne de Trajan, et voici la plaque qui est d'époque, avec les gravures romaines qui servent de modèle à la police Trajan, finalement, qui est donc un exemple euh, extrêmement typique de capitale romaine. Pourquoi capitale romaine? Mais je vous le rappelle, le romain ne s'écrit qu'en capitale. Alors j'aurai l'occasion de revenir dessus, mais on ne dit pas majuscule. Il va falloir apprendre, je vous ai dit, un certain nombre de mots de vocabulaire qui sont importants, qui sont votre vocabulaire professionnel. On ne dit pas majuscule. Pourquoi? Le mot majuscule, il existe. Ça désigne quelque chose de bien précis. La majuscule, c'est une fonction grammaticale, orthographique et grammaticale. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit un nom propre, par exemple, il y a d'autres choses aussi, mais lorsqu'on écrit un nom propre, la première lettre du mot se met en majuscule. La majuscule, c'est la fonction grammaticale. Graphiquement, ça se traduit comment? Par une lettre qui est une lettre capitale. Donc quand on écrit, par exemple, quand on bloque le verrouillage majuscule sur le clavier et qu'on écrit tout en majuscule parce qu'on est fâché dans son commentaire Facebook et qu'on veut crier tout ça, on n'écrit pas en majuscule, on écrit en capitale. D'accord? C'est important. Parce que les capitales, il y a des petites capitales et des grandes capitales. Ça, ce sont des grandes capitales. On peut aussi écrire en petites capitales. Je vous montrerai, vous avez certainement déjà entendu parler. On n'écrit pas en grande majuscule et en petite majuscule. Quand on écrit en capitale et qu'on écrit un nom propre, on peut éventuellement écrire la majuscule, la première lettre du nom propre, en grande capitale et le reste du nom en petite capitale. C'est possible. D'accord? Bref, je ne reviens pas là-dessus. Donc, le romain gravé. Alors, le romain gravé, c'est quelque chose, mais la capitale romaine existait en réalité en deux versions dès le départ. Celle qu'on appelle monumentale, monumentalis en latin, qui est destinée à la gravure sur les monuments, c'est celle que vous voyez là. Et puis il y a la quadrata, qui est destinée à l'écriture manuscrite, qui ressemble à ceci. Et les Romains, en fait, sont... je reste sur celle-ci parce que je veux d'abord vous montrer quelque chose qui est en rapport avec la gravure. Les Romains sont des gens qui sont extrêmement rationnels, extrêmement carrés, vous savez bien, les Romains, hein, c'est un truc organisé, grand empire, leur administration, bien hiérarchisée, tout ça. Pareil avec leurs écritures. Si on regarde une écriture romaine gravée, il y a un grand souci de lisibilité. Pourquoi? Parce que ils gravent avec finesse. Il y a des profondeurs de gravure qui correspondent un peu à nos pleins et nos déliés, et qui ont des tailles différentes. Selon la distance à laquelle le truc doit être lu, on va graver plus ou moins profondément. Quelque chose qu'on va lire de très près n'a pas besoin d'être gravé
très profondément, et donc on peut le graver plus léger, donc donner plus de finesse dans le dessin. Quelque chose qui doit être lu de plus loin, on va le graver plus profondément. C'est pas grave, on aura quand même de la finesse, parce que forcément, si c'est destiné à être lu de plus loin, bah, c'est plus grand sur le support, bêtement. Ils vont ajouter les fameux points qui espacent les mots qui n'existaient pas jusque-là, vous vous rappelez. L'espace entre les mots, c'est une invention qui date à peu près de ce moment-là. Ce n'est pas encore un espace, c'est un point. Mais ça sépare les mots, ça aide à la lecture, ça donne du rythme, etc. Ils vont donner des lettres de largeur différentes également. Le I va avoir une largeur plus étroite et on va comme ça homogénéiser le rythme des lettres. Donc la petite musique du graphisme ici, l'histoire que racontent simplement les lettres gravées sur le support, ben ça va devenir quelque chose de vraiment subtil. Ça, ils le font sur le gravé. Sur le manuscrit, c'est évidemment un peu différent. Et cette écriture, donc, qui est donc ce qu'on appelle la quadrata, capitalis quadrata, la capitale romaine version manuscrite, a servi dans l'Antiquité pour la composition des manuscrits. C'était vraiment quelque chose qu'on écrivait, je vais dire, tous les jours, parce que, de nouveau, comme dans l'Égypte antique, l'écriture n'est pas une compétence qui est très très répandue. Hein. La majorité de la population sait à peine lire et écrire. Mais par contre, pour les écrits, qui sont des choses relativement importantes du coup, bien on utilise cette écriture-là. On va y arriver. Pourquoi quadrata, capitalis quadrata? Parce que les lettres vont s'inscrire de la même manière que la capitale gravée va être très géométrique. Il y a ici la lettre, il y a moins de nécessité à être géométrique puisqu'elle n'est pas faite avec un burin à marteau sur un support rigide, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple. Elle va quand même s'inscrire dans une forme géométrique, que ce soit un cercle, un triangle, ou pour les lettres plus larges, un carré. Il y a une forte volonté de géométriser l'aspect des choses. En outre, vous remarquez que là où les écritures manuscrites anciennes utilisaient, à cause de la forme du roseau du calame, utilisaient les pleins et les déliés, ici on reprend les pleins et les déliés, on les utilise un peu à la manière de ce qu'on fait avec les profondeurs de gravure sur les supports durs. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment très travaillé et qui reprend tous les héritages précédents ici. La capitale romaine, capitalis quadrata, donc par opposition à capitalis monumentalis pour la capitale gravée. Elle a des empattements, elle utilise également le système de lignes très strictes, ça va de pair avec la géométrisation des lettres. Par contre, on a très peu d'abréviations, très peu de ligatures, donc voilà. Mais les empattements ici sont vraiment très intéressants. Parce qu'ils vont installer une ligne de base. Et la ligne de base, on va voir plus tard que dans la lisibilité des polices, c'est quelque chose d'absolument capital. Remarquez aussi qu'à l'inverse de la monumentalis, il n'y a pas d'espace ni de points. Et il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation est quelque chose qui arrive plus tard. La quadrata, c'est l'écriture scientifique, c'est l'écriture officielle, c'est l'écriture importante pour l'écriture de tous les jours, à mesure que la civilisation progresse et que les échanges commerciaux, blablabla, même évolution qu'en Égypte, hein, si vous vous rappelez. On a aussi évolution depuis les hiéroglyphes jusqu'à une forme beaucoup plus courante de l'écriture, et donc la rustica est la forme courante de l'écriture romaine, et ça donne à peu près ça. Elle est beaucoup plus rapide à écrire, elle a beaucoup de contraintes, mais par contre, on peut la tracer facilement à la calame, sur papyrus ou sur parchemin, et vous voyez que la forme de lettre se rapproche pas mal de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ceci est évidemment pas un écrit d'époque, hein, vous en doutez. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de contraintes pour la réalisation, et ces contraintes, en fait, elles sont, on a retrouvé des espèces de manuels d'école qui expliquaient la manière de tracer des lettres. On appelle ça des planches de ductus. C'est un exercice que j'aurais voulu vous faire faire.
Et puis, bon, bah voilà, je ne peux pas tout vous faire faire non plus parce que malheureusement, j'aimerais bien avoir une année complète pour vous faire faire que de la typographie, ce serait génial, mais bon, on a un peu d'autres choses à faire aussi. Des planches de ductus, vous en avez peut-être déjà vu, on utilise ça aussi, mon fils en a, pour apprendre à écrire. Vous voyez, c'est les planches avec pour tracer un A, on commence par tracer l'oblique qui descend comme ça, et puis on trace la deuxième ligne dans ce sens-là, puis on remonte pour faire la barre horizontale, etc. Une planche de ductus, c'est un mode d'emploi pour dessiner les lettres, si vous voulez. Donc, le tracé des lettres suit des règles, et le fait de les tracer comme ça, forcément, va impliquer la présence de pleins et de déliés à certains endroits. Hein, c'est logique. Si vous tracez de cette manière-là, et que vous utilisez un calame, et le calame, traditionnellement, on le tient incliné à 30 degrés, blablabla, vous aurez forcément des pleins et des déliés à cet endroit-là. Et ça, cette utilisation de la même méthode, toujours pour tracer toujours les mêmes lettres, ben, ça garantit la cohérence de la graphie. Ça fait que quand on écrit quelque chose, quelque part, ben, à un autre endroit, on peut le lire. Parce que sinon, si on écrit... Voilà. Mon fils, il écrit aussi dans une langue qu'il a inventée lui-même, qui s'appelle le n'importe quoi. Malheureusement, c'est une langue qui est très peu universelle, vu qu'il y a une personne dans le monde qui le parle. C'est lui. Donc, l'intérêt de l'écriture, c'est de pouvoir être partagé. Quand je fais des blagues, soyez aimable, faites au moins comme ça j'ai l'impression que vous avez écouté. C'est pas grave. Non, non, mais c'est trop tard. C'était avant. C'est pas grave. Alors, cette écriture, cette rustica, va encore évoluer et va évoluer vers une forme minuscule pour les besoins courants, une forme plus libre, non codifiée, qu'on va appeler la cursive romaine. Et là, autant la rustica, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui, autant là, la cursive romaine, vous voyez que ça tient plutôt des pattes de mouche. Et c'est un pas important quand même, parce que cette minuscule, on va beaucoup l'utiliser aujourd'hui, ça va devenir notre écriture courante. Il faut bien se rendre compte que chez les Romains, l'écriture normale, c'est la capitale. Ce qu'on voit le plus, c'est l'écriture en capitale. C'est à partir de la cursive romaine qu'on va introduire la minuscule. La minuscule, ici, c'est juste pour aller vite, quoi. C'est juste parce que c'est moins chiant. Hop, voilà. Mais c'est pas du tout fait pour être un truc très visible, qu'on va mettre en évidence, etc. Si on veut faire une enseigne d'une boutique, on va jamais la faire en cursive. On va toujours la faire en capitale. D'accord? Mais l'emploi de la minuscule s'est évidemment développé à partir de là. Aujourd'hui, nous, on utilise beaucoup plus volontiers les minuscules et on les utilise autant, aussi facilement, aussi volontiers que les capitales. Dans la manière de tracer, elle est la source de ce qu'on fait aujourd'hui, même si là, dans ses premières formes, c'est très très éloigné. Il y a plusieurs formes, il y a la cursive ancienne, la néocursive, etc. On connaît la cursive parce que qui est donc ce début de l'écriture bicamérale, parce qu'on a retrouvé beaucoup de documents à Herculanum et à Pompéi. Il y a un édifice à Pompéi, à Herculanum, pardon, qu'on appelle la Villa des Papyrus. On a retrouvé plein de trucs, c'était une espèce de bibliothèque, on a trouvé plein de papyrus qui étaient tracés comme ça. J'ai évidemment pas le temps. Samedi, Herculanum, détruite par le feu de la terre, noyée dans un linceul de boue. Au XVIIIe siècle, on y découvrit 2000 rouleaux de papyrus carbonisés. Aujourd'hui, les scientifiques parviennent à déchiffrer les manuscrits les plus abîmés. Et la cité enfouie n'a pas livré tous ses secrets. Herculanum, samedi, à 20h45, sur Arte. Forcément, ça me dit à un autre moment. C'est absolument passionnant cette histoire d'Herculanum et de Pompéi. Donc effectivement, les manuscrits qu'on a retrouvés, c'était une espèce de bibliothèque, mais donc pour rappel, vous voyez ce que c'est Pompéi, Herculanum, tout ça, c'est deux villes qui étaient juste à côté du Vésuve. Mauvaise idée. Et donc en fait, la lave, c'est chaud. Vous savez combien c'est la lave? 1100 degrés. En fait, on ne peut pas toucher la lave, c'est impossible, parce qu'en fait, avant d'arriver à la lave, votre doigt tombe carbonisé. Pas moyen. C'est bien parce que ça cautérise en même temps, donc vous pouvez essayer, normalement, vous n'avez pas... Ça devrait aller, mais c'est pas hyper pratique. Et donc, en fait, le papier, ben, vous imaginez bien que papyrus, papier un peu même combat par rapport à la température. Et donc, en fait, on a retrouvé des rouleaux. Le papyrus, ça se conserve serré en rouleau. Et donc, il faut imaginer un grand rouleau de papier roulé sur lui-même comme ça, et puis qu'on carbonise. Et donc, alors on sait que c'est du papier, ça se voit,
papier, mais comment on fait pour le lire? Parce qu'évidemment, si on l'ouvre, ça ne va pas aller. Et donc, en fait, dans le documentaire, ils expliquent un processus de dingue, mais enfin, c'est vraiment hallucinant. Si vous avez l'occasion, c'est disponible sur Arte+7, et je pense que c'est disponible sur YouTube aussi, donc vous pouvez vraiment y aller. Et donc ils expliquent comment ils font pour réhydrater les bidules. Ils les trempent dans une solution pendant des jours, etc. Et puis ils les déplient avec une méthode bien particulière. Et puis ils font de la spectroscopie de masse pour le machin. Enfin, un truc de dingue. Et en fait, un truc qui est là depuis 2000 ans et qui est cramé, ils arrivent à le relire. Voilà, on comprend pas bien. Mais bref, voilà où on en est en gros pour l'écriture romaine. Je vous l'ai fait un peu plus vite que pour l'Égypte, mais vous voyez un peu le principe, c'est un peu la même chose. Il faut que je surveille vraiment l'heure, moi, parce que donc on a cours jusqu'à 12h30. Donc dans 40 minutes, il faut vraiment absolument que je m'arrête. Deux événements importants vont déterminer la suite des événements. La première chose, c'est qu'en 313, l'empereur Constantin, empereur romain, se convertit au catholicisme. En 330, Constantinople, qui s'appelait Byzance à l'époque, va être rebaptisée Constantinople, justement, en hommage à Constantin, et deviendra la capitale du Saint-Empire romain d'Orient. 313, certains décrivent ça comme une des clés de la fin de l'Antiquité. Vous savez que l'Antiquité, en gros, on la définit comme la fin de l'Empire romain d'Occident. Vraiment la fin, la chute de Rome, c'est 476. 313, c'est le début de la fin. Pourquoi? Parce que c'est un tournant culturel qui est extrêmement important. L'Empire va déjà très mal, l'Empire romain en 313, mais Constantin va introduire la religion chrétienne, religion officielle. Il va rejeter le polythéisme, donc Jupiter et compagnie, on n'en parle plus. Et Constantin, en fait, est, si vous voulez, le vrai père de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne à cause du judaïsme et à cause de la chrétienté. Notre civilisation aujourd'hui, elle est fondée là-dessus. En 313, Constantin, c'est pas lui qui va faire changer les choses. Lui, il est empereur. L'empereur, on pense toujours qu'il dirige le truc, mais un empereur qui règne sur un empire pareil, en fait, ce qu'il va faire, c'est constater le changement et simplement l'officialiser en adoptant la religion catholique, la religion chrétienne, comme religion d'État. Il ne l'aurait pas fait si toute la conversion de tous les gens était à faire. Il constate qu'une majorité de son peuple est déjà chrétienne, et donc, voilà, il se convertit. L'air de rien, ça a eu des conséquences importantes aussi, notamment sur la culture romaine, qui à l'époque va être complètement rejetée. Donc tout ce qui est antiquité romaine, polythéisme, culture de l'époque, ça va être complètement rejeté. Il y a plein de philosophes qui vont être jetés aux oubliettes quelque part. La mauvaise réputation d'Épicure, par exemple. Épicure, c'est un philosophe. Vous n'avez pas forcément entendu parler en tant que philosophe, mais vous savez qu'on dit de quelqu'un qu'il est un épicurien. Un épicurien, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui aime bien vivre, qui aime bien profiter des choses, etc., qui aime bien être heureux. Et ça a quelque part une connotation un peu négative. Parce qu'un épicurien, ce serait quelqu'un qui est léger, qui s'en fout un peu, qui n'est pas très sérieux, etc. Et bien, cette connotation négative, elle vient de la conversion de Constantin au christianisme. Parce que quand l'Empire devient chrétien, religion d'État, ça veut dire que tout ce qui était avant, c'est forcément mauvais. Donc on va forcément dire non, non, mais Épicure et tous les autres, ah non, 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 ce qu'il nous faut, c'est le christianisme et la rigueur et le truc un peu strict, tout ça, machin, et attention, le plaisir, c'est mal. Parce que, enfin, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont le grand bonheur d'aller au catéchisme. Au catéchisme, le plaisir, c'est mal. Hein. Attention, hein, vous serez puni. Je caricature un petit peu, mais il y a de ça. Hein. Donc, en 410, une centaine d'années plus tard, les Goths vont détruire Rome. En 476, Rome va tomber définitivement aux mains des envahisseurs qui sont cette fois-là des Ostrogoths, je pense.
Ils ont des super noms, les barbares, à cette époque-là, c'est génial. Et donc, forcément, ça va avoir beaucoup de répercussions, puisque, voilà, début de la civilisation judéo-chrétienne, et puis dans la foulée, je sais, ça fait 150 ans, mais en gros, historiquement, c'est dans la foulée, chute de l'Empire romain d'Occident, et donc on se retrouve dans une civilisation qui est complètement nouvelle. On arrive au Moyen-Âge. Vous aurez l'occasion, l'année prochaine, en communication, d'avoir un beau laïus de ma part sur le fait que le Moyen-Âge n'est pas une période sombre et barbare, comme on le croit toujours. Simplement, c'est le début d'une nouvelle ère de civilisation. C'est le début de notre ère chrétienne, en fait, grosso modo, ben, c'est le 5e siècle et la chute de l'Empire romain. C'est pas zéro, naissance de Jésus-Christ, c'est un peu autre chose. Alors après Rome, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écriture? Eh bien, on va avoir une écriture qui ressemble à ceci, qui est ce qu'on appelle de l'onciale. À la chute de l'Empire romain, l'Église catholique, elle a quand même déjà 400 ans. Elle a pris un rôle qui n'était pas forcément le sien au départ, mais qui est un rôle un peu noble comme ça et qui lui semble intéressant, qui est d'être le refuge de la culture de l'écriture. L'Église a adopté le latin comme langue de référence. Vous savez que toujours aujourd'hui, au Vatican, la langue officielle de l'État du Vatican, c'est un pays, hein, le Vatican. L'État du Vatican a comme langue officielle le latin. Ça leur pose d'ailleurs plein de problèmes, puisque chaque année, ils sont obligés de publier, de faire des ajouts à leur dictionnaire, parce que, par exemple, comment est-ce qu'on va traduire smartphone en latin? Ça n'a pas été super prévu par les Romains à l'époque, donc ils sont obligés d'adopter des nouveaux mots et d'enrichir la langue latine. L'État du Vatican est le seul État où la langue latine est une langue vivante. C'est un peu comique, mais bon, voilà. Comme le latin est la langue de référence de l'Église, elle a fait des graphies du latin, donc des graphies romaines, hein, parce que vous savez que les graphies sont liées à l'exercice d'une langue en général. Elle a adopté les graphies romaines aussi. Et donc, comme les graphies évoluent continuellement, on a quelque chose qui va être entre la quadrata et la cursive romaine, et ça donne l'écriture onciale. Vous voyez que de l'écriture cursive, on conserve le mouvement, on conserve les minuscules, et que de l'écriture de la quadrata, on conserve la forme très géométrique des lettres, les espacements, la confection des lignes, et quelque part aussi les empattements. On ne les voit pas bien sur mon exemple ici, mais l'onciale utilise des empattements. L'onciale, c'est une graphie qui est très soignée, très élégante, très riche. Elle est beaucoup plus courbe que la quadrata. Et ça va être la mère de toutes nos écritures réellement. Autant, je reprends mon arbre généalogique ici, autant le proto-sinaïtique était la mère de toutes les écritures indo-européennes. Dans la branche grecque, c'est notre branche, le grec classique va donner, à partir de l'étrusque, il y a aussi l'onciale grec, etc. Ça, c'est la branche qui va donner l'alphabet syriaque. À partir du latin monumental, on arrive à l'onciale latine, parce qu'elle est faite pour écrire le latin, qui est en gros, voilà, il n'y a plus grand chose à faire pour qu'on arrive à notre minuscule actuelle. Donc voilà un exemple d'onciale. Alors je vous demande, parce que ça, là on est vraiment dans la compétence de reconnaissance des caractères, à quoi vous devez faire attention pour reconnaître ceci comme étant une onciale? Les lettres les plus caractéristiques, c'est le A. Regardez le A, son fût, donc la verticale à droite du A, il est très incliné. Donc le A, en fait, si nous on écrit un A en minuscule, on va l'écrire comme ça, en gros. Quand on écrit en onciale, c'est plus quelque chose comme ça. Il y a plus de mouvement, il y a plus d'inclinaison, ça s'inscrit plus dans un triangle que dans un rectangle ou dans un cercle. Le D minuscule aussi, qui renvoie pas mal au delta minuscule grec. Hein. Vous savez comment c'est un delta minuscule en grec? C'est
ça. Et là, on est vraiment dans quelque chose. Ça va donner, on voit bien ce que ça va donner. C'est le même dessin. Dans la courbe supérieure, elle descend vers le bas, et ici, elle remonte en poursuivant le cercle. Chez nous, ça va former un angle et remonter droit, et on va avoir le même genre de graphie pour le D. Majuscule, curieusement, mais on voit bien la parenté. Regardez aussi la forme assez caractéristique du E, qui ressemble un peu à l'euro. C'est pas un hasard si le sigle euro ressemble à ce à quoi il ressemble. Cette écriture est l'écriture de la langue latine en tant qu'elle était la langue qui unifiait l'Europe. Aujourd'hui, il y a 28 pays dans l'Europe, et je crois qu'il y a 32 langues différentes. C'est le tour de Babel, l'Europe, c'est abominable. Et alors, il y a des écritures différentes aussi. Écrire le E de euro comme ça, quelque part, ça a du sens. Je veux dire, par rapport à la genèse de l'écriture. Donc le E est intéressant également. Regardez le H, regardez le M, très très caractéristique le M, avec ces deux boucles. Donc il n'y a quasiment pas de verticale dans le M. Le P et le Q, qui ressemblent très fort à nos graphies actuelles. Et le V. Et remarquez que comme chez les Romains, en oncial, il n'y a pas de distinction entre le U et le V. Il n'y a pas de W non plus. Okay. C'est très différent des quadrata. Et nos minuscules ne vont pas dériver directement de l'oncial. Je vous remontre l'arbre généalogique. Hein. Il va y avoir une étape intermédiaire qu'on va voir maintenant, qui est la minuscule carolingienne. Mais quand même, on va voir que on s'en approche. Il n'y a pas de J non plus. Remarquez ça. Alors remarquez aussi une chose, c'est que les lettres minuscules n'ont pas forcément une hauteur d'œil régulière. La hauteur d'œil, c'est la hauteur de la lettre minuscule. On verra au chapitre suivant l'anatomie des lettres précisément et le vocabulaire, mais la hauteur d'œil d'un A, c'est ça. Okay. Nous, nos minuscules, elles sont très strictement inscrites dans des lignes qui les délimitent. Entre la ligne de base et la hauteur d'X, c'est comme ça qu'on appelle ça, la hauteur d'œil, eh bien, toutes les minuscules s'inscrivent entre ces deux lignes. Bon, là, c'est pas tout à fait ça. Il y en a qui dépassent. On le voit bien avec le D, on le voit bien avec le H, on le voit bien avec le K. Il va y avoir la possibilité, par exemple, pour le I et pour le Y, d'avoir un point suscrit. Suscrit, ça veut dire écrit au-dessus. Et forcément, comme il n'y a pas encore de machine pour faire tout ça, il va y avoir des variantes, et selon les manuscrits, il y aura des lettres plus régulières que d'autres, etc. Le N, par exemple, va varier beaucoup. Comme dans les graphies manuscrites romaines, on ne va pas avoir de mots séparés au départ, mais dans les variantes un peu plus tardives de l'oncial, on va voir apparaître une espace pour séparer les mots. Au départ, toutes les lettres sont collées. Petit à petit, on va séparer les mots par des espaces. On va voir aussi une espace qui va commencer à séparer les phrases, voire des points. Mais la ponctuation est quasiment absente. Encore une fois, la ponctuation, c'est beaucoup plus tardive. Or, ici, vous voyez l'oncial qui est une lettre de type minuscule. Attention, il n'existe pas de variante majuscule de l'oncial. Nous sommes bien d'accord. Quand on écrit en oncial, c'est une écriture qui est monocamérale. Monocamérale, je rappelle, une seule variante de lettres. Bicamérale, deux variantes, majuscule, minuscule. Ici, on est dans une écriture monocamérale minuscule. Parfois, on se sert de grandes lettres pour marquer les débuts de page ou de phrases, etc. Mais on est alors dans l'enluminure, dans la décoration, on n'est pas dans une variante d'alphabet.
going to work on the Ancho hand. The Ancho hand is like a 4th century hand. It's called Ancho, and it's the rounded form. It's a book hand. Very, very important hand because of all these rounded qualities. It's a very sensual hand. It was done, used for books to write religious manuscripts, very Christian orientation. And it's important because of what's happening with all of these rounded forms and how we're making our way to the minuscule hands, the lowercase hands. Là, on va voir vraiment le tracé de nouveau au pinceau. Hein. On peut le faire si on veut à la calame. C'est pas un problème. Et donc vous voyez que le fait d'utiliser un support qui a une forme bien précise va provoquer la présence It's a 2-stroke letter, and you know what? I don't think it's too much. It takes too much imagination to see how this A eventually leads to this A, and you know where you are now, right? You know where you are with that one. Anyway, the B. Un autre A que nous connaissons. Bref, de nouveau les films c'est bien joli, mais il faut que j'avance un petit peu parce que voilà. À partir de l'onciale, après le sac de Rome, après 476, l'onciale a été déclinée parce que politiquement, à ce moment-là, l'Europe qui avait été unifiée par les Romains va se morceler. Vous savez que l'Europe va être divisée en 3, et puis en beaucoup plus que 3 en fait, et puis réunifiée plus tard par Charlemagne, mais c'est tout un processus, c'est tout le processus politique qui est en route au Moyen-Âge. Les graphies vont se diversifier, donc parallèlement à l'onciale vraiment pure, on va voir des variantes locales qui vont mélanger des influences romaines avec des graphies autres, avec des réintroductions, des graphies cyrilliques, etc. Et donc on va avoir la lombarde que vous voyez au-dessus qui a beaucoup de rapports avec ce qu'on va appeler les écritures gothiques plus tard, et puis les italiennes, mérovingiennes, etc. Bon voilà, elles sont généralement assez propres à une région, donc là si je commence à rentrer dans les variantes régionales, on va vraiment avoir énormément de détails, ça va devenir difficile. Toujours est-il que arrive Charlemagne. Charlemagne, à qui vous ne devez pas d'être ici. Pour plein de raisons. D'abord parce que les études supérieures, c'est pas obligatoire. On ne vous a pas obligé à venir. Ce qui implique que si vous êtes là, vous faites un effort. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est que tout le monde dit c'est Charlemagne qui a inventé l'école, tout ça, même la chanson le dit, en fait c'est de la foutaise, historiquement c'est absolument pas lui qui a inventé l'école, ça existait avant, et le système d'éducation obligatoire avec un tronc commun jusqu'à un âge relativement avancé, ça date, je pense, d'une bonne centaine d'années avant Charlemagne, donc c'est pas lui, voilà, arrêtez d'embêter le monsieur, il n'a rien fait. Au 8e siècle, parce que Charlemagne c'est au 8e siècle, hein, donc la fin des années 700 et quelques, il est couronné empereur en 800. C'est pas des... Alors, si vous êtes nul en histoire, il y a 2 dates à retenir. C'est Marignan, dont tout le monde se fout ici en Belgique, parce que ça n'a rien à voir avec nous, mais enfin les Français aiment bien. Marignan, c'est combien? Mais c'est 1515, et c'est super important. Je vous expliquerai pourquoi l'année prochaine. Charlemagne se fait couronner empereur, en fait... ça date de 771, sa prise de pouvoir, et puis il va se faire couronner officiellement par le pape en 800 pour légitimer son rôle. Et il est très conscient, par contre, si c'est pas lui qui a inventé l'époque, qui a inventé l'école, il est très conscient du rôle de l'éducation et particulièrement de l'écrit dans la civilisation. Il est très conscient de ça. Et d'ailleurs, il va se faire accompagner d'un Anglais, Albinus Alcuin, c'est un bête nom, je sais, mais bon, qui va l'assister dans le développement de l'école. Alors j'ai indiqué dans le syllabus, dans le développement de l'école obligatoire, dans l'établissement de l'école obligatoire, je répète, c'est pas lui qui a inventé le système d'enseignement et le système d'obligation d'aller à l'école, mais effectivement c'est lui qui va développer tout ça, c'est pour ça qu'il est resté célèbre. Parce qu'il va fonder des universités, il va fonder des écoles, il va obliger les enfants à aller à l'école, etc., etc.
Alcuin, qui est un Anglais. Les Anglais ont un statut un peu particulier par rapport à l'Empire romain, mais c'est un Anglais qui est instruit, qui pratique le latin, etc. Il va valider le choix du latin comme langue officielle de l'enseignement, et il va établir une graphie officielle qu'on va appeler la caroline ou encore la minuscule carolingienne. Okay. Ici, la minuscule carolingienne, c'est une véritable révolution. Pourquoi? Parce qu'elle est homogène et régulière, elle a des formes claires, mais surtout elle est très lisible. Elle établit, comme c'était le cas avec les planches de Ductus, elle établit des règles d'écriture qui vont devenir systématiques. Elle introduit, c'est très important, l'usage systématique de l'espace pour séparer les mots. Quand même, quand on écrit, avoir les mots séparés par les espaces, c'est pas du luxe. Hein. Ben là, ici, avec la minuscule carolingienne, on y est. Et donc, on va avoir un système d'écriture qui, s'il n'est pas très reconnaissable par nous, parce qu'effectivement, graphiquement, c'est assez différent de ce qu'on fait, en fait, ce truc est super clair. Les traits des lettres quand je fais comme ça. Donc, ça ne ressemble pas tellement graphiquement à ce qu'on fait aujourd'hui, mais par contre, au niveau du rythme, de nouveau, il y a quelque chose qui est très important en typographie, c'est le rythme des lettres, le rythme du texte. Quand vous écrivez à la main, en fait, ce que vous faites, c'est que vous transcrivez finalement quelque chose qui est oral. La langue, au départ, c'est oral. Comme c'est oral, c'est de la musique. Vous avez des hauteurs, vous avez du rythme, vous avez des pauses. Tout ça doit se retrouver graphiquement. Cette musique de la langue, on la retrouve dans la minuscule carolingienne, beaucoup plus que dans la capitale romaine ou dans les écritures antiques. Donc, l'écriture caroline, très lisible, très claire, un vrai effort de structure, très peu de ligature. L'esperluette, les ligatures A, E, R, T, S, T, etc. Les ligatures, c'est des lettres qu'on va dessiner dans un dessin commun, pour éviter des redondances graphiques notamment. Elles sont très courantes, mais ici on les pratique assez peu. La lettre D apparaît un peu de la même manière que dans l'oncial, avec une ascendante qui est très inclinée vers la gauche. C'est le cas aussi pour le A. Donc on a clairement un héritage de l'oncial. Mais par contre, si vous regardez le G et d'autres lettres, c'est beaucoup plus moderne. Et les ascendantes vont tendre à être élargies au-dessus. Regardez ici, le L. C'est aussi à cause de la manière de tracer. On trace à la plume, et forcément, quand on pose la plume sur le papier, on appuie un peu plus, on va avoir tendance à relâcher en tirant le trait. Donc, à cause du système de dessin des lettres, qui va vraiment être officialisé, on va avoir cette manière de dessiner et cet aspect des lettres qui va être assez courant. Bon, on va aussi avoir une introduction de la ponctuation, notamment le point d'interrogation. Point d'interrogation, voilà. Charlemagne n'a pas inventé l'école obligatoire, mais par contre, il a inventé le point d'interrogation. Voilà. L'écriture caroline, elle va donc être officialisée par Charlemagne, sur le conseil de Alcuin, et elle va s'établir au IXe siècle, dans les années 800 et quelques. Et il va y avoir beaucoup moins de variations locales que ce qu'on avait avec l'oncial. Pourquoi? Aussi parce que politiquement, Charlemagne, il a un peu refait le coup des Romains. En moins grand, mais il a aussi un peu unifié l'Europe. Donc forcément, quand on a une administration unique et une structure politique qui est unique, un peu unifiée, parce qu'il y a quand même des variations locales, mais bon, on va avoir tendance à avoir culturellement quelque chose de beaucoup plus uniforme aussi. Bref, voilà encore
un exemple de Caroline, et je pense qu'ici, je dois avoir voilà, un exemple de calligraphie. Vous voyez qu'ici, on écrit directement à l'ancienne, à la plume. Alors ça a l'air facile comme ça. En fait, je vous engage, on devrait vous obliger à faire ça, vous qui voulez faire du graphisme, on devrait vous obliger à prendre des cours de calligraphie, ne serait-ce que quelques heures. Si vous avez l'occasion de faire des stages de calligraphie, ça existe. Vraiment, c'est instructif. Vous savez peut-être que Steve Jobs, le fondateur d'Apple, avant de fabriquer des trucs dans son garage, enfin c'est pas lui qui les fabriquait, hein, Steve Jobs, lui, il a surtout réussi à bien les vendre, mais avant de s'associer avec des gens qui savaient faire des ordinateurs, il a fait des études qui touchaient à la calligraphie. C'est la raison pour laquelle, dans les Mac, on a toujours eu, depuis 1984, un grand souci qui était apporté à la gestion des polices, à la manière dont le texte était dessiné sur la machine. Les Mac ont toujours eu un pas d'avance pour ça. Encore aujourd'hui, même si dans Windows, quand vous installez Windows sur une machine, vous avez des polices qui sont installées, qui sont très bien, qui sont modernes et tout ça, vous avez un système de gestion des polices, vous avez un rendu à l'écran qui est correct, etc. Mais malgré tout ça, le Mac garde encore un petit pas d'avance, ne serait-ce que dans la manière d'utiliser le clavier pour encoder les lettres. Vraiment quelque chose qui est intéressant dans le Mac. Donc, si vous avez l'occasion de faire un stage de calligraphie, faites-le. Parce que le fait de ressentir physiquement le tracé de la lettre sur le papier, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et ça peut vous aider dans votre travail de graphiste. Alors, après le 9e siècle, la Caroline va progressivement décliner, parce que forcément, toutes les formes d'écriture évoluent et se déclinent pour prendre des formes de plus en plus gothiques. Vous voyez que ici, c'est ce qu'on appelle une gothique primitive, clairement tracée à la plume aussi, on voit bien les différences de densité d'encre. Les minuscules donc, vont devenir de plus en plus gothiques, les lettres deviennent plus anguleuses, les ascendantes vont se pencher de manière... Enfin, elles vont moins se pencher à gauche, elles vont se redresser, voire se pencher à droite. Et on va avoir des terminaisons de lettres qui vont être très travaillées. Regardez la petite boucle du A ici. Là, petite crème, c'est comique. Donc on va avoir des lettres qui deviennent plus anguleuses, qui vont déboucher sur ce qu'on appelle la gothique. Gothique primitive ici, on est au 9e siècle. Et puis du 10e au 11e siècle, on va avoir une radicalisation qui va déboucher sur une lettre qu'on va appeler la gothique, textura quadrata. Quadrata, on vient d'en parler, c'est quelque chose qui existe chez les Romains. La textura quadrata, elle apparaît à la fin du XIIe siècle, après la gothique primitive, et c'est un grand changement dans la manière d'écrire. C'est un peu devenu la manière officielle d'écrire au Moyen-Âge. On a beaucoup de choses de nouveau en rapport avec notre écriture qui vont apparaître ici. Une des plus remarquables est probablement le point sur le i. Au Moyen-Âge, on met les points sur les i. Elle prend beaucoup de place. Elle est difficile à écrire. Elle est très raffinée, mais par contre, elle va mettre l'accent sur quelque chose sur quoi on ne mettait pas l'accent au départ, avec les formes manuscrites des lettres, la préoccupation principale des gens qui écrivent, c'est qu'on sache les lire. Ça paraît légitime. Hein. Quand on écrit, on a envie d'être lu. Donc, c'est la clarté de la lettre qui importe. Ici, avec la gothique textura, si vous voulez, quelque part, on va avoir les débuts de la mise en page. Certes, c'est important de pouvoir être lu, mais vous voyez que les lettres ont beaucoup plus un souci graphique, un souci de style, que réellement un souci de lisibilité. Et, regardez dans l'exemple, ici, on commence à avoir du texte qui est aligné. On a, par exemple, une justification, on a une lettre ici. Donc, la forme globale du texte va prendre de l'importance.
Petit à petit, on va se rendre compte que comme elle est très encombrante et très difficile à utiliser, elle a seulement sa place, il faut déjà un format super grand pour arriver à utiliser correctement la Textura, sinon c'est pas très pratique. Par contre, on va continuer à l'utiliser jusque très tard, jusqu'au 19e siècle, dans les enseignes, dans la gravure, dans les titres de journaux, etc. Oui. C'est une très bonne question, pas du tout une question débile. Ça s'appelle une lettrine ou une enluminure, et il faut savoir, on en reparlera quand on va parler de mise en forme du texte, que tu as vu que séparer les mots par des espaces, c'était déjà pas gagné. Ça a mis du temps. Séparer les phrases avec des points, c'est encore une autre étape. Okay, alors commencer à séparer les paragraphes correctement et à faire des machins et des renvois, etc. Drôle d'affaire. Donc, pendant longtemps, on n'a pas séparé les divisions du texte de la même manière que ce que nous faisons nous aujourd'hui. Aujourd'hui, classiquement, on termine un paragraphe, on va à la ligne. Avant, pas forcément. Vous pouvez mettre un caractère spécial entre les deux et puis coller deux paragraphes, c'était pas grave. Débuter un nouveau chapitre, nous on va, quand il y a un premier chapitre d'un livre, nous on va le marquer comment, on va faire une page un peu plus vide avec un titre. À l'époque, pas forcément. Et donc, l'utilisation de grandes lettres comme ça, qui sont enluminées, c'est pour ça qu'on dit des enluminures. L'enluminure, c'est la technique graphique qui consiste à décorer une lettre. D'accord ? Donc, c'est une lettrine, graphiquement. Cette technique-là, c'est une des techniques qui permet de marquer le début d'une phrase, ou d'un paragraphe, ou d'un chapitre, ou d'une partie de livre, voilà. Ça fait partie des techniques qu'on utilise. Et c'est une des difficultés que nous avons à lire les langues anciennes, c'est que non seulement la langue est différente, même si vous lisez des bouquins en ancien français, le nouveau français, pas simple, hein. L'orthographe est différente, les tournures de phrases sont différentes, c'est assez compliqué, notre langue a beaucoup évolué. Mais en plus, ça s'écrit un peu différemment, la forme des lettres est difficile, et le rythme du texte est différent. Quand je vous dis qu'on commence à avoir un souci de la disposition du texte sur la page, là j'en ai pas à vous montrer, mais il faudrait voir des manuscrits carolingiens, et même pré-carolingiens, donc des trucs du 7e, 8e siècle, c'est un fatras, la page. On s'y retrouve pas. C'est tout juste si on sait où sont les lignes de texte. Donc le rythme des mots, il est là. Par contre, divisé en phrases, en chapitres, en paragraphes, là, c'est encore une autre étape. C'est juste une question de mise en page, mais en disant ça, tu as l'air de considérer que la mise en page, c'est très très important, évidemment. Il y a un souci d'esthétique, mais ça c'est logique. Ça vient de l'économie du livre. L'imprimerie, vous savez qu'on a inventé ça très tard. Vous avez une idée de la date ? Oui, c'est Gutenberg, mais c'est au XVIIe siècle. Là, on est au Xe. Hein. Donc, alors, avant l'imprimerie, comment on faisait pour avoir des bouquins ? Oui, les Romains publiaient des livres dans des bibliothèques. Et une bibliothèque de Romains, c'est pas un truc avec des beaux petits volumes rectangulaires en carton, bien imprimés avec des couleurs. Hein. Je veux dire, c'est des rouleaux de papyrus écrits à la main. Donc à partir du moment où, ne serait-ce que pour écrire une Bible, parce que l'air de rien, si notre civilisation s'appelle judéo-chrétienne, c'est qu'elle est quelque part basée sur une des religions du livre. Il y a 3 religions dites du livre dans le monde. Il y a la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane. Donc, chacune un livre. Pour les juifs, c'est la Torah. Pour les chrétiens, c'est la Bible. Et pour les musulmans, c'est le Coran et d'autres choses qui vont avec. Okay, donc nous, notre civilisation, quelque part, elle est basée sur l'expansion d'une religion, la religion chrétienne, qui a comme fondement un bouquin. Donc ça veut dire que si on veut diffuser la religion, quelque part, il va bien falloir diffuser le bouquin. Sans imprimerie, c'est pas simple. Donc vous avez tous déjà entendu parler des moines copistes. Hein, c'est des gars qu'on enferme dans une pièce, et toute la journée, pendant toute leur vie, ils recopient la Bible. Et si on doit recopier la Bible à la main, à votre avis, ça prend combien de temps ? Longtemps. Donc en fait, un bouquin, une Bible du Xe siècle,
c'est un truc qui a réclamé une quantité d'efforts, mais c'est inimaginable. C'est quelque chose de super précieux, de super rare. Je veux dire, un moine copiste dans sa vie entière, qui est entièrement consacré à toute la journée aller sur son pupitre et être tracé en recopiant en bouquin, etc. Dans toute sa vie, il va peut-être en faire 2 ou 3 des Bibles. Imaginez un peu la rareté du truc. Donc forcément, il y a un souci de décoration, parce que tant qu'à faire de faire un machin qui te prend la moitié de ta vie, autant que ce soit joli. C'est peut-être pas plus mal. Et donc, alors, c'était jamais l'œuvre d'un seul homme, une Bible, c'était toujours l'œuvre de plusieurs personnes qui se relayaient, qui travaillaient ensemble, etc. Si vous voulez avoir un aperçu amusant de ça, vous avez peut-être entendu parler du film Brendan et le secret de Kells. Oui, non, peut-être. C'est fait par Tom Moore, qui est le réalisateur aussi de Song of the Sea, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui est un dessin animé qui se passe au Xe siècle en Europe, dans une abbaye où un des boulots des moines, c'est de recopier des manuscrits. Et c'est une histoire qui est en lien direct avec l'histoire du manuscrit de Kells, du livre de Kells, qui est un des trucs les plus magnifiques qu'on puisse voir en enluminure. Je vous en montrerai des photos, mais encore une fois, l'année prochaine. Voilà pourquoi c'est important de décorer les manuscrits, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, extrêmement rare, extrêmement compliqué à faire. Dans la gothique texturale, les lettres sont droites, il n'y a presque pas de courbe. Vous voyez qu'il y a un très grand contraste entre les verticales qui sont des pleins et les horizontales qui sont des déliés. Les pieds sont en losange. Les lettres s'écrivent avec une plume et on retrouve un angle, c'est une des caractéristiques qui permet de différencier les écritures, l'angle de la plume, 35 degrés pour les verticaux, 45 degrés pour les traits en diagonale, ce qui fait que les pieds de lettres ont un losange qui est en fait un carré sur pointe. Et ici, on retrouve un point sur le i, qui est une des caractéristiques principales de la gothique textura. Pourquoi est-ce qu'on met un point sur le i? Parce que déjà avec les écritures précédentes, on confondait le i avec d'autres lettres, puisque c'est juste un trait. Ici, comme on a une grande uniformité, vous voyez que, regardez, si vous ne regardez que la partie basse de la lettre, vous pouvez voir les horizontales. Donc là, un i va vraiment passer inaperçu, donc on rajoute un point pour aider à la lecture. Au départ, c'est un espèce de crochet comme ça, petite ligne, et puis après, ça va devenir un point. Et puis le i va être décliné pour donner un j, parce que dans la prononciation de la langue, petit à petit, on va avoir besoin du j, et puis on va intégrer le w, puis etc., etc. Donc on va avoir une police qui sera vraiment une police officielle, qui sera la gothique textura, et qui est celle qu'on utilise dans la plupart des écrits officiels. L'alphabet devient à ce moment-là définitif, les lettres manquantes. L'alphabet à 26 lettres tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est celui de la gothique textura, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, et il est bicaméral. Donc la gothique textura est le vrai ancêtre de notre écriture actuelle, puisqu'elle en reprend toutes les caractéristiques. Graphiquement, ce n'est pas encore ça. Mais par contre, au niveau des caractéristiques d'écriture, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a eu des survivances de la gothique. Gothique, on dit black letter en anglais. Et on appelle ça des gothiques fractures. Il y a des polices qui utilisent le système de la fracture, alors avec plus ou moins de décoration, mais vous voyez qu'il y a, ici on est dans quelque chose d'un peu plus large, mais vous remarquez quand même les empattements à 45 degrés, les pleins et les déliés très marqués, les lettres qui sont très anguleuses comme ça, donc on est vraiment dans quelque chose comme ça, et c'est quelque chose, la gothique fracture, elle va être reprise et intensément utilisée, notamment pour des raisons culturelles, par notre ami à moustache,
qui va en faire un grand usage. Ça va devenir la police officielle du Troisième Reich. On est au XXe siècle. Okay, donc on est dans une période où plein de polices d'écriture beaucoup plus modernes existent. Le fait de revenir à l'Antiquité, c'est une des caractéristiques essentielles de l'esthétique du Troisième Reich. Le nazisme, en fait, culturellement, grosso modo, c'est revenir au point zéro de la civilisation. Ce que veulent les nazis, c'est éliminer tout ce qu'ils vont appeler art dégénéré. L'art dégénéré, ça doit vous dire quelque chose. Il y a une exposition pour l'instant qui s'appelle L'art dégénéré selon Hitler, qui se tient à la Cité Miroir. Vous pouvez y aller. Tout ce qui est art moderne et même art classique, les nazis ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, l'architecture, c'est des pierres verticales et horizontales, nues, avec rien, éventuellement un bandeau rouge. Et l'art, c'est l'art de l'Antiquité. Point barre. Voilà, c'est brûlons tout le reste de l'Europe. C'est assez effrayant comme programme culturel, au même titre que leur programme politique pouvait être assez effrayant, en plus d'être complètement stupide. Il y a un truc qui est assez... Ah oui, il y a un truc qui est assez comique avec ça, c'est que la gothique fracture est utilisée jusqu'en 1941 dans l'Allemagne nazie. Puis en 1941, Hitler va décréter qu'elle doit être abandonnée. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, selon lui, parce que ce qu'on appelle écriture gothique est composé, selon lui, des caractères d'imprimerie qui ont été créés par un juif qui s'appelle Schwambach. Donc, les lettres du Troisième Reich ont été créées par des juifs, quelle horreur! Voilà, et donc il va imposer une écriture latine qu'on appelle Antica, qui va être, enfin bon voilà, vous aurez les détails, mais comme quoi la cohérence n'était pas le fort du monsieur. Pourquoi je vous montre Mein Kampf? Parce que en 2016, Mein Kampf tombera dans le domaine public. Vous savez que la loi du copyright stipule que 70 ans après la mort de l'auteur, au maximum, une œuvre n'est plus protégée par des droits d'auteur, que jusqu'à présent, les droits d'auteur de Mein Kampf sont possédés par le Land de Bavière en Allemagne, qui en interdit la republication. En même temps, si vous voulez vraiment vous le procurer, quelques euros sur Internet et c'est fait, hein, c'est pas grave. Et donc en 2016, ce sera dans le domaine public. Et donc, théoriquement, tout le monde pourra éditer Mein Kampf. Alors en fait, le Land de Bavière se préoccupe quand même un petit peu de ça, parce que se dit, ça peut-être... Bon, voilà quoi. En même temps, Mein Kampf, c'est illisible. C'est un ramassis, c'est lourd, c'est incohérent, c'est complètement stupide. Enfin, même les nazis de l'époque trouvaient que c'était mal écrit. Hein, donc voilà. Et donc en fait, ils sont en train de... Le Land de Bavière est en train de préparer une édition commentée de Mein Kampf, qui va, je suppose, sortir début 2016, où il présente le texte avec des commentaires qui sont destinés à éduquer les gens, en expliquant pourquoi ça, c'est un livre qui en soi n'est pas spécialement dangereux, parce qu'il est tellement mal écrit que de toute façon, je défie n'importe qui d'aller jusqu'au bout, mais qui présente un programme qui est extrêmement dangereux. Donc voilà. Bref, je vais en rester là. Je vais chercher le film, je reviens, et puis je vous projette Helvetica. Et puis, alors, je vous le dis déjà maintenant, soyez prêts, parce que quand je reviens, ça va aller vite. Le film dure 1h20, il nous restera 1h30, donc je vous le projette rapido. Vous aurez un travail à faire pour la semaine prochaine que je vous présenterai à l'issue du film. Ça va ?